Salut à toutes, salut à tous. 240 km aujourd'hui. C'est une longue étape qui attend les coureurs sur cette troisième étape de Tirreno Adriatico. Elle est longue et en plus, la météo se gâte. Il pleut, il fait froid. Il faudra donc savoir résister aussi bien aux kilomètres qu'aux conditions climatiques un petit peu difficiles. Et puis aussi au dénivelé. C'est pas plat aujourd'hui. Il y a deux ascensions, notamment l'El Paso de Lunes Pento, 12 km à 4,2%. Et la Foce, 5,2 km à 4,6%. Ces deux ascensions sont de la première moitié de course. Et puis, il y aura ensuite une ascension finale, longue ascension de 18,4 km, 3% de moyenne. Donc, c'est quand même pas très, très pentu, mais bon, c'est long. Et il y a des passages, bien sûr, un petit peu plus pentus que d'autres. Mais le final sera plat, par contre. La finale est 5 km après le sommet de cette ascension. Donc, est-ce qu'un coureur aura réussi à faire une différence dans l'ascension, ou ce sera plutôt un petit groupe de favoris qui se disputera la victoire, ou peut-être l'échappée. C'est une belle étape aussi pour échapper aujourd'hui avec ce final pas trop difficile qui monte, mais voilà, de manière sans grand pourcentage. Donc si l'échappée ne va pas au bout, on s'attend plutôt à un groupe de favoris, du coup parmi lesquels on pense surtout à Juan Ayuso, évidemment, le troisième du classement général, mais aussi à tous ses adversaires que sont le trio de la Bahreïn, Tiberi, Bilbao, Caruso, que sont Richard Carapaz, Derek G, Giulio Ciccone, Nairo Quintana, Thomas Pidcock, Jay Hindley, Mikel Landa, ils sont nombreux. Simon Yates, pourquoi pas Alberto Bettiol ou Magnus Cort aussi. Ça, il pourrait réussir à grimper ce genre d'ascension, tout comme Mark Hirschi. Et puis peut-être aussi Mathieu Van Der Poel. C'est pas forcément c'est une ascension longue, mais sans gros pourcentage. Ça lui fait peut-être pas peur à Van Der Poel. Et s'il se retrouve dans le groupe final, bien sûr, il deviendrait l'un des favoris. Et puis, on n'oublie pas quand même le leader du classement général, Filippo Ganna. J'ai vu dans une interview qu'il avait travaillé à la montagne cet hiver et que donc il visait en fait le classement général sur ce Tirreno Adriatico, en fonction bien sûr du déroulé de la course. Mais donc voilà, on va voir si il a les jambes de ses ambitions. Une étape bien sûr qui se fait malheureusement sans David Gaudu qui a abandonné hier. Ça c'est vraiment le coup dur côté français. Sinon tous les autres favoris sont là et vont se livrer probablement une première explication, même une deuxième, puisqu'ils sont déjà expliqués sur le chrono. Mais là ça sera sur de la montagne, on va dire de la moyenne montagne, qui sera le plus résistant aujourd'hui face à ces 240 km. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Alors, j'ai dit qu'Alberto Bettiol était peut-être un des concurrents du jour. En fait, il ne prend pas le départ. Il est un des 3 coureurs à ne pas prendre le départ, avec également Rob Guiss. Rob Guiss, dont la femme vient d'accoucher, a priori. Donc, c'est pour ça qu'il a il est parti, il a quitté la course. Et puis également Xavier Miguel Asparen de la Q36.5. On l'avait vu chuter hier. Et du coup, il ne s'en est pas remis. Il ne prend donc pas le départ, pas plus qu'Anton Palzer, l'Allemand de la Red Bull Boranzgo, et donc que Alberto Bettiol, le leader d'Astana. Alors pourquoi Alberto Bettiol ne part pas? Là, j'ai pas l'info. Ça fait déjà 4 coureurs de moins au départ de cette troisième étape qui s'élance à l'instant. Et c'est parti. Et c'est Davide Baïs qui est le premier à s'élancer. Il a le maillot vert de meilleur grimpeur sur les épaules. Alors il se retourne, il espère que quelqu'un vienne avec lui. Il attaque tout doucement pour que quelqu'un vienne avec lui, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a l'air de le suivre. Il est rejoint finalement là par un coureur de la Bardiani. Non, c'est pas Manuel Tarozzi, c'est Lorenzo Conforti qui est parti là avec David Baïs. Ils sont 2 à l'avant, le peloton qui les laisse partir, et a priori, ça va être ça l'échappée du jour. Hier, ils étaient 1, aujourd'hui, ils sont 2. C'est bien, on double le nombre. Ça ne sera pas suffisant pour aller en tête à 240 km de là. Les 2 hommes de tête ont déjà parcouru près de 80 km. L'écart qui est désormais d'environ 6 minutes avec le peloton, alors qu'il s'apprête à arriver au sommet de la première difficulté du jour. El Paso del Lunes Pento. 12,3 km à 4,2%. Et là, il y a 5 points à prendre pour le premier, 3 pour le second, 2 pour le troisième et 1 pour le quatrième. Alors voilà, les 2 premiers, ça sera pour Conforti et Baïs, ou Baïs et Conforti. Et les 2 derniers, ça sera pour les coureurs du peloton. Alors Conforti va essayer bien sûr de y aller, tout comme David Baïs. Là, ça se joue entre les 2 équipes italiennes. C'est un maillot distinctif, donc ils vont se battre pour ça.
À noter qu'il y a déjà eu 2 abandons dans le peloton. Les conditions sont difficiles. On a Pascal Ackermann, le sprinter de la Israel Première Tech qui a abandonné. Et puis Hugo Hull, le Canadien d'Israël Première Tech également. 2 coureurs d'Israël Première Tech qui abandonnent. Hugo Hull, lui, il est tombé. Il s'est fait mal et du coup, il abandonne. Donc là, c'est pas top comme début d'étape pour Israël Première Tech qui perd 2 de ses coureurs. Allez, on y est au sommet. Et le duel, là, entre Conforti et Baïs. Et c'est Conforti qui va passer en tête et prendre les 5 points. Il devance, il s'impose devant David Baïs qui est toujours leader de ce classement avec 8 points. Mais désormais, Conforti en a 5. On va voir dans le peloton derrière, est-ce que il y a des coureurs qui vont vouloir aller chercher des points. Peut-être ceux qui ont pris des points hier, Manuel Tarozzi et Alessandro Tonelli. Le peloton qui arrive à son tour. Et il n'y a qu'un seul coureur qui va, c'est Manuel Tarozzi. Voilà. Il va aller prendre 2 petits points. Et derrière, c'est le peloton qui passe avec un coureur d'Ineos. C'est encore un Italien, c'est Salvatore Puccio pour Ineos. Mais là, c'est simplement pour faire le train. D'ailleurs, on a vu que l'Ineos quasiment rouler depuis le début. On roule pour Filippo Ganna. Donc, on croit aux chances de Ganna, je pense, pour le final. Parce que qui pourrait avoir d'autres Ineos pour cette étape? Ils ont du monde. Ils ont Lucas Hamilton, Kwiatkowski. Ça pourrait monter. Mais je pense qu'on roule quand même pour Filippo Ganna. Les échappés qui sont maintenant dans la descente, ils ont à peu près 40 km à faire avant la seconde ascension de la journée. Et l'écart qui a diminué, qui a fondu jusqu'à complètement être restreint. Les échappés qui vont être repris avant même la deuxième ascension du jour. Les 2 hommes qui n'ont peut-être pas insisté, ils ont compris que ce serait compliqué aujourd'hui. En plus, il y a l'Ineos qui roule vraiment fort derrière. La Ineos, elle ne plaisante pas. Les conditions sont en plus terribles. Il pleut des cordes, il fait froid. Donc, ils ont peut-être eu l'idée de allez, on va revenir au chaud dans le peloton. Et ils sont donc repris avant l'ascension. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller chercher des points au sommet. Ils vont sûrement aller attaquer. Ça va être un duel avec également Tarozzi. On va voir ça. Mais voilà, plus d'échappés devant à 150 km de l'arrivée. Allez, on y arrive au sommet de la Foce. C'était 5,2 km à 4,6% de moyenne. Et sans surprise, on retrouve les coureurs de la Bardiani et ceux de la Polti Visit Malta qui sont aux avant-postes, qui vont attaquer pour aller chercher le plus de points possible. C'était Conforti qui était passé en tête de la première difficulté du jour. Et il attaque encore et c'est encore lui. C'est encore lui qui passe en tête, Lorenzo Conforti. Il devance David Baïs encore. Les 2 échappés, ils ont bien fait d'être repris puisqu'ils ont gardé des forces et du coup, ils arrivent à prendre les 2 premières places. Et derrière, ça s'est joué. C'est finalement Alessandro Tonelli qui devance Manuel Tarozzi. On retrouve les 4 seuls coureurs intéressés par le classement à points. Conforti et Tarozzi pour la Bardiani et Baïs et Tonelli pour la Polti Visit Malta. Et Conforti qui prend 10 points. Mais c'est toujours David Baïs le leader de ce classement de la montagne avec 11 points. Derrière, Tonelli et Tarozzi sont ex-aequo avec 5 points chacun. Donc il y a du suspense. Il reste encore l'ascension finale où il y aura pas mal de points à prendre. Il y aura même 20 points à prendre pour celui qui passe. Non, il y a 15 points à prendre pour celui qui passera en tête. Mais bon, il est fort probable que ces coureurs-là soient lâchés d'ici là. On est encore très très loin de l'arrivée. Il pleut des cordes. Ineos continue d'étirer le peloton le plus possible. Il y a même des petites cassures un petit peu. Ça va très vite. Je pense qu'Ineos, on a l'impression qu'en fait, ils veulent arriver le plus vite possible pour se mettre au chaud parce que les conditions sont très très difficiles là. 100 km de l'arrivée et le peloton est tranquillement groupé. Personne à l'avant. Pas d'échappée. Une météo toujours calamiteuse. Ce qui explique aussi certainement pourquoi il n'y a pas d'échappée. Tout le monde a des... c'est pas facile de voir qui est qui parce que tout le monde a des vestes noires. Donc là, pour voir les maillots d'équipe, c'est pas simple. Vu qu'il n'y a pas d'échappée, alors sur qui je fais mon focus, moi alors j'ai décidé de faire le coureur qu'on a peut-être le plus vu. C'est celui qui a tiré le peloton pendant très longtemps, Salvatore Puccio de la Ineos Grenadier. Et en plus, c'est un coureur, c'est intéressant parce que c'est le genre de coureur dont on connaît à peine le nom. Et pourtant, Salvatore Puccio, 35 ans l'Italien, il a fait toute sa carrière dans l'équipe britannique de la Sky, devenu ensuite Ineos. Il y est arrivé en 2011 et il a fait toute sa carrière là. Il n'est jamais parti, Salvatore Puccio. Il est donc une grande expérience du World Tour. Et dans sa carrière, une longue carrière, puisque c'est sa 15e saison professionnelle aujourd'hui en World Tour,
il compte le formidable total de 0 victoire. Voilà. Ça, c'est une personne qui a fait toute sa carrière en tant qu'équipier. Il était là au service des autres et il n'a jamais gagné. Et pourtant, c'est là où les chiffres sont ouf, il a participé à 17 grands tours. Il a fait 10 fois le Giro et 7 fois la Vuelta. Il n'a jamais fait le Tour de France. Par contre, sur le Giro et la Vuelta, il était toujours là. On a compte 10 Giro et 7 Tours de France et 7 Vuelta. Pour aucune victoire. Par contre, il a fait 2 fois deuxième, ça c'est terrible, d'une étape. Il a fait deuxième d'une étape de la Vuelta en 2015 et deuxième d'une étape du Giro en 2020. Mais pas de victoire. Une victoire sur un grand tour, ça aurait été incroyable. Mais il ne compte aucune victoire tout court, hein, que ce soit World Tour ou Pro Tour ou des divisions des courses un petit peu moins prestigieuses. Il n'a jamais gagné en 15 ans de métier, de carrière. C'est incroyable. Et c'est vraiment un coureur expérimenté parce qu'il a participé à 29 monuments, 4 fois Paris-Roubaix, 11 fois Milan-San Remo, 5 fois le Tour des Flandres, 3 fois Liège-Bastogne-Liège et 6 fois le Tour de Lombardie. C'est des statistiques incroyables. Son meilleur classement sur tous ces monuments, c'est une 12e place sur Milan-San Remo en 2014. C'était là son meilleur résultat. Donc voilà, là c'est un coureur, ce qu'on appelle un besogneux, qui est là pour travailler pour les leaders. Hein. On les voit dans la première partie de l'étape, puis ensuite ils se relèvent, ils n'ont plus de force, ils finissent loin. Ils ont rarement leur chance. Hein. Je regarde un petit peu ses autres résultats. Il a fait des 2e places sur Tirreno Adriatico, justement, une étape en 2016. 3e d'une étape du Tour de Suisse en 2012. Et il était encore 4e d'une étape du Giro en 2013. Et 6e aussi d'une étape du Giro cette année-là. Il faisait encore quelques performances, mais c'est tout. Et surtout, donc, pas de victoire professionnelle à son actif pour Salvatore Puccio. Un coureur qui a toujours été là dans le peloton. Hein. Il était là pour tous la grande époque de Christopher Froome et de Geraint Thomas et de la Sky. Mais aucune victoire dans toute sa carrière. Et maintenant qu'il a 35 ans, il est fort probable qu'il prenne sa retraite sans jamais avoir gagné. C'est quand même incroyable. Et vu qu'il n'y a pas d'échappée, il méritait bien ce petit focus, l'ami Salvatore Puccio. Pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, mais voilà, c'est tout l'intérêt de 100% cyclisme. On peut passer ces longues heures, quasiment, il ne se passe rien, jusqu'au moment où il va se passer quelque chose. Et là, il va se passer quelque chose, puisqu'on approche de l'unique sprint intermédiaire du jour. On est à 71 km de l'arrivée. Et on va voir probablement Jonathan Milan aller sprinter pour les points du classement du maillot Ciclamino, du meilleur sprinter. Et on va peut-être voir aussi des coureurs du classement général aller chercher les secondes bonus. 3 secondes pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. Qui va se motiver là, se réchauffer un petit peu sous le déluge italien. Une chose est sûre, on ne verra pas Mathieu Van Der Poel faire le sprint. Il est tout à l'arrière du peloton. D'ailleurs, on ne l'a toujours pas vu du tout dans ce Tirreno Adriatico. Il avait fait un chrono vraiment médiocre. Il a fini 147e du chrono lors de la première étape. Et il y va mollo mollo. On sent qu'il est là juste pour préparer Milan-San Remo. Tirreno Adriatico, ce n'est pas du tout sa priorité. C'est presque de l'entraînement pour Milan-San Remo pour lui cette course. Allez, on approche de ce sprint et c'est ces 3 coureurs de la Lidl Trek qui pour l'instant mènent le peloton. Milan parfaitement placé dans la roue. Derrière, il a quelques coureurs de la Red Bull Bora Hansgrohe ou un coureur de la Bahreïn, un coureur UAE aussi. Pour l'instant, c'est toujours la Lidl Trek. C'est Consoni désormais qui mène. Il va probablement essayer de prendre la 2e place Consoni derrière Milan. Il n'y a plus que 5-6 coureurs concernés par ce sprint. Un coureur d'Ineos aussi qui est là. C'est parti pour Milan qui lance. Voilà, on ne voit pas grand-chose avec la pluie. Ouais, Milan qui s'impose vraiment facilement. Et c'est Tim Van Dijk pour la Red Bull Bora Hansgrohe qui allait prendre la 2e place. Juste dans le but, je ne sais pas, d'empêcher Ayuso que prenne des secondes. Mais Ayuso, en fait, il n'était pas là. Puisque c'est Andrea Pasqualone pour la Bahreïn Victorious qui prend la 3e place. Et Robert Stannard, lui aussi pour la Bahreïn, qui prend la 4e place. Eux, ils travaillent plutôt pour... Ils sont le plus là pour le maillot vert, le maillot Ciclamino, qui est violet. Il est violet, le maillot de meilleur sprinter sur Tirreno Adriatico. Ils prennent 2 et 1 point, mais c'est Milan qui s'impose facilement et qui prend 5 points de plus, ainsi que 3 secondes bonus. Allez, tiens, 2 coureurs qui décident de sortir du peloton, là, juste après le sprint. Qui on a là? On a Dries de Bont pour la Decathlon AG2R La Mondiale et Andrea Pietrobon pour la Team Polti Visit Malta. Voilà, 2 coureurs qui tentent leur chance alors qu'on est à 65 km de l'arrivée. Partir à 240 km de l'arrivée dès le départ, c'était trop loin.
à 65 km, ils y croient un peu plus. Et ils sont partis, ils vont aller animer cette fin d'étape. Le peloton ne les a pas poursuivis là. Ils sont sortis, on va voir s'ils arrivent à prendre un peu d'avance. Et ben c'est pas mal ce qu'ils font là. Pietro Bonne et Dries de Bondt. Ils ont 3 minutes d'avance alors qu'on vient de passer les 50 km de l'arrivée. Il pleut toujours des cordes et il fait froid. Hein. On est un petit peu en altitude là. Et donc, ouais. Il a l'air de cailler. Et les deux échappés, eux, 3 minutes, 50 km, c'est pas mal. En plus, voilà, ils étaient toute la journée au chaud dans le peloton. Il va falloir quand même aller les chercher à un moment donné. On va faire 50 km du coup, un petit outsider du jour. Et moi, j'ai envie de parler de Magnus Cort Nielsen, parce qu'on l'aime bien, l'homme à la moustache de Uno X, le Danois de l'équipe norvégienne. La plupart de Uno X sont des Norvégiens, mais lui, il est Danois. Il a eu une carrière, il a pas mal bougé. Hein. Il avait rejoint le World Tour en 2014 en rejoignant l'Orica Green Edge. Il y est resté 2 ans. Orica Green Edge, c'est actuellement la Jayco Alula. Elle a beaucoup changé de nom, l'ancienne Mitchelton Scott, Team Bike Exchange. C'était donc cette équipe-là. Il y est resté 4 ans avant de rejoindre Astana en 2018, où il est resté 2 ans. Puis il a rejoint l'IF Education, qui s'appelait l'IF Pro Cycling. Quand il y est arrivé en 2020, il est resté 3 ans avant l'an passé de quitter le World Tour. Il avait passé la plupart de sa carrière en World Tour pour rejoindre la Uno X Mobility, une équipe Pro Tour de seconde division, mais qui a l'ambition d'être promu l'an prochain. Mais un choix osé d'aller quitter une équipe World Tour pour rejoindre une équipe Pro Tour qui, en plus, à l'époque, Uno X, elle était moins connue qu'aujourd'hui. Elle était toute nouvelle. Et aujourd'hui, c'est une équipe vraiment connue du peloton qu'on aime bien. Et Magnus Cort, on l'aime bien non plus. Et Magnus Cort, il a une belle carrière à 32 ans. Il n'est pas comme Salvatore Puccio, il a des victoires. Il en a 34 même des victoires. Et pas n'importe lesquelles. Il compte 6 victoires d'étape sur la Vuelta, 2 sur le Tour de France et 1 sur le Giro. Donc il a gagné dans les 3 grands tours. Ça, c'est quand même fort. Il compte aussi 2 victoires d'étape sur Paris-Nice, une victoire sur le Critérium du Dauphiné, le classement général de l'Arctic Race of Norway, des victoires d'étape sur le Grand Camino, sur le Tour de l'Algarve, sur le Big Bang Tour, désormais le Renewi Tour, Tour du Benelux. Donc voilà, plein de belles victoires pour Magnus Cort Nielsen, qui a participé 6 fois au Giro, 2 fois au Tour de France et 4 fois à la Vuelta, 12 grands tours en tout, pour donc beaucoup de victoires d'étape, quand même, 9 au total. Par contre, au classement général, il n'a jamais bien figuré. Sa meilleure position dans un grand tour, c'est une 56e place sur le Tour de France en 2021. Donc voilà, ça, c'est pas un coureur de classement général, c'est un chasseur d'étapes, des coups sur les monuments. Là aussi, on l'a beaucoup vu, 5 fois sur Paris-Roubaix, 6 fois sur Milan-San Remo, 5 fois sur le Tour des Flandres, ainsi qu'une fois sur le Tour de Lombardie. Et malgré son profil, il n'a jamais fait Liège-Bastogne-Liège. Je trouve ça assez improbable. Beaucoup de participation, un seul top 10, c'était sur Milan-San Remo en 2018, où il a fait 8e, Magnus Cort, qui est en forme. On l'a vu vraiment à son avantage cette saison sur Grand Camino. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce qu'il est en pleine forme. Grand Camino, il a fait 3 victoires d'étape. Il a remporté la première, la deuxième et la 5e étape. Et forcément, il a fini par remporter le classement général. J'allais dire, non, il a fini 3e. Il a fini 3e malgré ses 3 victoires d'étape, devancé par Derek G et Davide Piganzoli, à cause d'une perte de temps sur le chrono, où il avait fini quand même 4e du chrono, mais voilà, pas suffisant pour gagner le classement général. Mais bon, 3 victoires d'étape, ça veut dire qu'il est en pleine forme. Et il a fait 6e des Strade Bianche, il y a quelques jours également. Donc voilà, en pleine forme Magnus Cort. Et aujourd'hui, c'est pas trop montagneux, donc il devrait être là dans le final pour aller chercher la victoire. Le Danois à la moustache. 45 km de l'arrivée, l'écart qui continue de grimper. 3 minutes 30 pour Dries de Bondt et Andrea Pietrobonne. Oh là, il y a un coureur là qui a fait un aquaplaning dans un rond-point. C'est un coureur on le voit là, c'est un coureur de la Decathlon AG2R. C'est leur leader, Johannes Stone Mittet, le Norvégien. Norvégien qui n'est pas la Uno X, il a la Decathlon AG2R. Il est tout jeune, il a 23 ans. Et là, il a fait un impressionnant aquaplaning dans un virage. Ouais, il a pas l'air de s'être fait mal. Il finit dans une flaque d'eau. Et c'est assez sûr qu'il est trempé, mais il a l'air de ne pas être trop blessé. C'était une belle glissade sur la route mouillée, évidemment. Il pleut toujours des cordes.
C'était pas le bon moment pour se faire distancer par le peloton. Ça va vite, évidemment. On est à 26 km de l'arrivée. Les échappés ont toujours presque 3 minutes d'avance, donc faut s'inquiéter, faut aller les chercher. Ça roule vite désormais. Ça plaisante pas là, vraiment. Alors qu'on est à 3,5 km du début de la dernière ascension. Allez, ça continue là, encore une chute dans un virage. Oh, il y a du monde là. Pas mal de coureurs de la Lidl, il me semble. La Lidl Trek. Et il y a Jonathan Milan. Oh, il y a Milan qui est allongé par terre là. Alors, c'est pas le seul, il y a d'autres coureurs assis par terre. Mais ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5 coureurs, il me semble, de la Lidl Trek. Ils étaient en tête du peloton. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y en a un qui est tombé dans un virage. Il y avait des petites flaques d'eau. Il a perdu l'endurance. Et derrière, il en a fait tomber pas mal. Milan qui est... Il y a encore Duno X aussi qui est là. Ils sont au moins 5 ou 6. Il y a Simone Consoni aussi qui est là. On a Gianluca Brambria pour le Q36.5 qui est tombé. Alors, il s'est remis debout de Jonathan Milan, mais... Ouais, Consoni, il a l'air de boiter aussi. J'étais en train de me demander si ça allait pas finir en sprint massif, cette étape, en fait, parce que, après tout, une ascension de 3%, ça devrait pas faire peur aux sprinteurs, et surtout pas à Milan. Bah, même s'il y a un sprint massif, il n'y aura pas de Jonathan Milan, là, parce que, ouais, je me demande même s'il n'a pas abandonné, il a l'air d'avoir mal, Consoni aussi. On est à 22 km de l'arrivée. Ah, il repart, Jonathan Milan, ça va aller peut-être. On a revu le ralenti et c'est bien lui qui est tombé en premier et qui a emmené derrière ses équipiers et quelques autres coureurs simplement glissé dans un virage sur la gauche. Il y a tellement la route est tellement humide, il n'y a pas beaucoup de grippe, d'endurance et là il a glissé. Mais il est reparti. Alors pour l'étape c'est mort, mais c'est peut-être pas l'abandon pour Jonathan Milan. Allez, on est au pied de l'ascension et c'est là où il y a les plus gros pourcentages. Il y a des passages à 8, 10%. Et donc forcément si on est sprinter, c'est le moment où on risque de lâcher. Et là, ça roule fort en tête du peloton pour essayer justement de lâcher les meilleurs sprinteurs. On voit, tiens, Mathieu Van Der Poel, pour une fois, bien placé dans le peloton. C'est la première fois. Et il y a déjà des cassures. Il y a des coureurs. Non, ça ne sera pas un sprint massif, puisqu'il y a pas mal de coureurs là qui lâchent prise dans cette ascension qui est montrée à un trop grand train. C'est Mark Donovan pour la Q36.5 qui a fait cette énorme accélération dans le peloton. Il travaille probablement pour Tom Pidcock. Tom Pidcock, il sait que face aux meilleurs sprinteurs, il peut rien, mais s'ils sont plus là, il peut peut-être avoir sa chance. Derrière, on voit les Ineos bien placés, on a vu Ben Illy, on voit Philippe Hogan toujours là tranquille. Et c'est fini pour Mark Donovan. C'est désormais Ineos qui prend le relais à un rythme un petit peu plus tranquille quand même pour s'assurer que Ghana monte. Mais Ghana, il n'a pas l'air d'avoir eu de soucis dans ces grandes pentes là. Donc il pourrait bien être là jusqu'au bout. Il reste encore du monde, hein, au moins 60-70 coureurs dans le peloton. Il y en a pas mal qui ont lâché, mais il y en a aussi pas mal qui sont encore là. Ce rythme a forcément diminué l'écart. Avec les échappés, ils n'ont plus que 2 minutes 10, mais quand même, 2 minutes 10 à 20 km. C'est pas impossible. On passe sous la ligne des 10 km de l'arrivée. Et malheureusement pour les échappés, l'écart qui n'est plus que de 20 secondes. On a vu l'Alpecin de Koenig rouler fortement. On croit donc en chance de Mathieu Van Der Poel aujourd'hui, qui devient, surtout avec l'absence de Milan, le grand favori du jour désormais. Et d'ailleurs, voilà, Dries de Bont qui se relève. Il laisse Pietro Boll partir tout seul pour les derniers kilomètres, mais ça va être compliqué de tenir. Il reste encore 6 km d'ascension. Alors, ça monte pas beaucoup, puisque les vraiment forts pourcentages étaient au début. Là, maintenant, ça reste à 3-4%. Allez, Dries de Bont repris à l'instant. Il n'y a plus que près de Pietro Boll, mais bon, avec 15 secondes, son temps est plus que compté. Il va être très vite repris. Allez, encore plus, il va être repris si derrière ça s'anime avec Ben Illy qui attaque. Ben Illy qui attaque dans son style caractéristique de haché, là, toujours en secouant son vélo. Il y a quelques coureurs qui tentent de réagir pour ne pas le laisser partir. Pietro Boll qui va se faire reprendre dans cette action. Ben Illy qui en remet une. Et il a fait un petit écart, Ben Illy. C'est Juan Ayuso derrière qui fait le boulot pour revenir. Qui est là dans sa roue. Un coureur d'Israël Première Tech. Et peut-être Thomas Pidcock qui est là, il me semble. Et derrière dans le peloton, c'est Ghana qui tente de faire de revenir là parce qu'il y a des trous qui commencent à se faire. Il n'y a personne d'autre d'Ineos qui peut faire le boulot. C'est Ghana qui va lui-même. Le peloton qui est toujours bien nombreux là, mais désormais en file indienne suite à cette attaque. Et Ghana, il est fort. Il a réussi à revenir on a donc 5 hommes en tête là. Avec Ayuso, avec Ben Illy. Il y a encore 3 autres coureurs qui les rejoignent. Ça va peut-être bien tous regrouper au final. C'est Mathieu Van Der Poel là qui revient dans le groupe de tête. Et ça temporise désormais. Est-ce que quelqu'un va contrer? J'ai pas l'impression. Ah bah si, il y a un petit contre. Il est pour Richard Carapaz de l'IF.
Ça attaque un petit peu de partout là. On a Kevin Vauquelin qui est parti derrière en poursuite de Carapaz. Carapaz, il avait un coureur dans sa roue, j'ai pas vu qui c'était. Ça fait des petits écarts, mais c'est de la ligne, la file indienne. Mais il n'y a rien de définitif. C'est un coureur de la Groupama qui est avec Richard Carapaz. C'est peut-être Romain Grégoire. Les deux hommes là, Grégoire et Carapaz, qui ont quoi, 5 mètres d'avance sur un groupe de 10 coureurs derrière. Il a été repris par un petit groupe que Vauquelin où il y a Ayuso et Ghana qui sont encore là. Et Van Der Poel aussi. On est encore à 3 km 500 du sommet et à 8 km de l'arrivée. Hein. Eh tiens, et Van Der Poel, c'est Van Der Poel qui attaque désormais. Ouh, et là, forcément, ça va très vite. Un coureur d'Ineos dans sa roue, mais c'est pas Ghana. Et Van Der Poel, il revient rapidement là sur Grégoire et Carapaz. Ils sont 4 en tête désormais. C'est Lorenz de plus pour Ineos qui a réussi à suivre Van Der Poel. Et derrière, c'est Grégoire qui continue de prendre ce relais, mais ça revient. Ça revient bien derrière. Il y a une dizaine de coureurs finalement qui reviennent. Van Der Poel, il a attaqué pour revenir sur eux, mais il n'a pas contre-attaqué. Du coup, ils sont repris par Ayuso, par Ghana et par quelques autres. On a désormais une dizaine de coureurs en tête. Et c'est Ben Illy qui, du coup, attaque à l'IF, qui ne repose personne après Richard Carapaz. C'est Ben Illy. Mais Ayuso, il a sauté directement dans sa roue cette fois-ci. Il n'a pas pu prendre d'écart, Ben Illy, du coup. Il se retourne et ça retemporise de nouveau. On a un groupe d'une dizaine de coureurs avant que le peloton est derrière, mais le peloton va revenir parce que ça temporise. Lorenz de plus prend la tête de ce groupe simplement pour rouler. Hein. C'est pas une attaque. C'est pour amener tranquillement Filippo Ganna qui défend son maillot de leader. Mais le peloton est rentré. On arrive au sommet de ce Valico di Colleficito. Quelque chose comme ça. Les 18 km à 3%. Le peloton qui est plus ou moins groupé. On a encore, on va dire 40-50 personnes dans ce groupe. Lorenz de plus qui a fait un bon boulot pour maintenir un rythme, empêcher d'autres attaques, tout en gardant Ganna dans sa roue. Ganna, décidément, il est pas menti quand il avait dit qu'il s'était entraîné à la montagne, puisqu'il est toujours là. Et que là, on voit mal le groupe, il reste plus que du plat, hein, basiquement. Donc les attaques sur le plat, voilà, c'est Ben Illy, qui est le spécialiste des attaques sur le plat qui s'y met. Alors qu'on va voir, peut-être il y va aussi pour prendre les points de la montagne. Il y a 15 points à prendre au sommet. Et il a qui dans sa roue? Il a un coureur de la Bardiani. Mais c'est Tarozzi qui est encore là. Et oui. Ah bah alors là, Tarozzi, il va faire un gros coup si c'est bien lui qui est là, qui passe en tête. Il prend la tête du peloton, là, le coureur de la Bardiani. Juste avant l'arrivée, il va passer en tête, ouais, avec Ben Illy et Carapaz, il me semble, dans sa roue. C'est Manuel Tarozzi qui prend les 15 points. Alors ça, c'est beau, hein. Ça, c'est bien vu. Il était encore là, au bon moment, au bon endroit. Il a réussi à revenir dans le peloton, puis à reprendre la tête pour prendre les 15 points. Il y a Derek G, ensuite, il s'est immédiatement relevé. Derek G, Juan Ayuso, bien placé. Est-ce qu'il va y avoir une attaque? Pour l'instant, c'est plus en mode lent, très lent même. Et du coup, c'est Filippo Ganna qui y va. C'est Filippo Ganna qui y va. Il est arrivé à toute vitesse. C'était en train de temporiser. Et il est arrivé. Et forcément, avec toute sa puissance, maintenant, c'est tout plat. C'est là où il est le meilleur. Et c'est Tom Pidcock qui prend la poursuite derrière. Et attention, l'écart qui grandit un petit peu entre Ganna et Pidcock. Pidcock qui se retourne pour dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller l'aider? Et il n'y a personne qui va l'aider. Et Ganna qui est en train de y aller. 3 km de l'arrivée. Et finalement, c'est Juan Ayuso qui prend la tête du peloton pour rouler derrière Ganna. Ah, il n'y a pas le choix là, parce que Ganna, il devient dangereux au classement général. S'il grimpe aussi facilement, il a 20 secondes d'avance au classement général déjà grâce à son incroyable chrono. Donc on s'inquiète. Et c'est Ayuso qui roule, il a Vauquelin dans sa roue. Ayuso qui arrête, c'est un coureur d'Israël désormais qui roule. Ils sont nombreux, ils sont 50 derrière là pour rattraper Ganna, mais pour l'instant l'écart qui est d'une cinquantaine de mètres, 5 secondes qui reste. À chaque fois il y en a qui fait un décor, il se retourne pour voir qui peut l'aider, personne aide. Un coureur d'Inox maintenant qui prend le relais. Il y a un gros travail, il est beau ce travail du coureur d'Inox. J'ai l'impression que l'écart diminue légèrement, en tout cas il n'accélère pas. Et il doit se retirer bien sûr, il a tout donné le coureur d'Inox. Et c'est Van Der Poel là qui va du coup. C'est Van Der Poel qui va, et là par contre, si Van Der Poel y va, il est possible que ça tue Filippo Ganna, ça. Ah oui, bah, c'est incroyable. Oh là là, dès que Van Der Poel fait l'effort, il est revenu en 100 mètres. Incroyable. Ah, c'est pas là, il est au-dessus du lot, hein, Van Der Poel, hein, ça c'est sûr. Et juste sous la flamme rouge désormais, qui on a encore là? On a un coureur de la Red Bull avec un coureur de la Tudor dans sa roue qui ont pris quelques secondes, quelques mètres d'avance. Attention, il ne faudrait pas les laisser partir là. C'est un coureur d'IF qui du coup revient sur ce duo. Et ils sont repris. On a un groupe du coup, ça va être un sprint à quoi 40-50 personnes qui est encore là pour sprinter.
Parce que Brian Coe joue un coureur de la Cofidis, mais c'est pas Brian Cocard. Ben Illy qui continue son effort jusqu'au bout. Un coureur de la Décathlon désormais qui prend la tête juste pas loin de l'arrivée. Où est Mathieu Van Der Poel? Il est pas là, Van Der Poel. Il fait pas le sprint, j'ai l'impression. Et c'est pour la Décathlon AG2R. C'est Andrea Vendrame qui était là. C'est Andrea Vendrame qui s'impose. Oh là là, je ne l'avais pas vu venir du tout. Il a été parfait dans son timing. Je me demandais si c'était pas Dorian Godon parce que c'est vraiment une arrivée qui aurait pu lui plaire aussi. Mais non, c'est Andrea Vendrame qui s'impose. Alors, il s'est imposé, je crois, devant Thomas Pidcock. Encore une fois, il y a quasiment tout le monde qui a ses vestes noires, ses kawaii de protection de la pluie. Donc, c'est pas évident de voir qui est qui. Le ralenti va nous aider. Allez, on revoit le ralenti. Il est en 5-6e position, là, Vendrame, avec Aramburu juste devant lui. Van Der Poel, en fait, il est bloqué, ouais. Il est bloqué sur la gauche. Si, il arrive à passer là, et c'est Ben Illy qui, en fait, le bloque. Ah oui, il peut pas passer à cause de Ben Illy. Et derrière, Vendrame, lui, il a trouvé l'ouverture, il y va. Il a Pidcock dans sa roue. Et c'est un coureur qui est derrière en 3e position, là. Il me semble que c'est un coureur de la Groupama qui est là. Ouais, c'est bel et bien Romain Grégoire qui vient prendre la 3e place. C'est bien pour Romain Grégoire, même s'il aurait probablement aimé s'imposer. Mais la victoire, elle est pour l'Italien. Encore un Italien, 3e victoire italienne en 3 étapes. Cette fois-ci, c'est Andrea Vendrame pour la Décathlon AG2R, la mondiale. C'est la 6e victoire en carrière pour Andrea Vendrame, lui qui a notamment remporté 2 victoires d'étape sur le Giro. Et celle-ci, elle va aussi bien figurer au panthéon de ses plus belles victoires pour l'Italien de 30 ans de la Décathlon AG2R. Il devance donc Thomas Pidcock, Romain Grégoire, et puis derrière un top 10 un petit peu étonnant avec Rick Pluimers de la Tudor qui prend la 4e place, Roger Adria pour la Red Bull Boransgro 5e, Simone Velasco de Astana 6e, Filippo Fiorelli pour la VF Bardiani qui termine 7e, Alex Aramburu 8e, Samuele Battistella de l'IF Education Easy Post 9e, et puis Filippo Ganna qui vient chercher une 10e place, un top 10 pour Ganna qui va évidemment rester leader du classement général. Au final, on a un groupe de 50 coureurs tout pile qui est arrivé dans le même temps. Est-ce qu'il y a des coureurs au classement général qui ont perdu du temps? Je vois que Dorian Godon, par exemple, que je pensais présent sur cette fin, finit dans un second groupe à 31 secondes, en compagnie notamment de Simon Yates pour la Visma Is The Bike qui perd du temps. Isaac Del Toro pour la Team Emirates qui perd 1 minute 30. C'est une surprise. C'est une surprise parce qu'il avait terminé 4e du classement général l'an passé sur Tirreno Adriatico. Et là, avec 1 minute 30 de perdu, ses chances de bien figurer sont évidemment réduites. Mais c'est encore pire pour Damiano Caruso de la Bahreïn Victorieuse qui termine à plus de 12 minutes. Donc là, Caruso, il sera équipier de Tiberi et de Bilbao. Mais il a vieilli Caruso. Il est plus tout jeune désormais. Il n'a plus les moyens de vraiment figurer au classement général. Ça se confirme donc avec c'est plus de 10 minutes perdues. Le dernier du jour, c'est Soren Verenskjold, le coureur de la Uno X. Je pense que c'est lui qui a été pris dans la chute là, avec Jonathan Milan. Il finit à 19 minutes du vainqueur du jour, Verenskjold. 1 minute et 10 secondes après toute la Lidl Trek qui a accompagné Jonathan Milan, qui est bel et bien arrivé. Il n'a pas abandonné. Mais on va voir si cette chute aura des conséquences sur la suite de son Tirreno Adriatico. Au classement général, Ganna est toujours leader. Et avec tout le temps perdu par Milan, il y a des coureurs qui gagnent des places. Juan Ayuso est désormais 2e, Antonio Tiberi 3e. Puis suivent Derek G, Mattia Cataneo, Kevin Vauquelin est 6e. Eddie Dunbar, Lorenz De Plus, Ben Illy et Romain Grégoire qui monte là en 10e position. Grâce aux petites bonus en plus qu'il prend à l'arrivée. Il est à 48 secondes de Filippo Ganna. Au classement par points, malgré sa chute, Jonathan Milan est toujours largement leader, d'autant plus qu'il a pris des points là, au sprint intermédiaire. Il devance Ganna et Vendrame. Et puis au classement de la montagne, le superbe coup de Manuel Tarozzi, alors que ça s'était encore pas bien passé pour lui aujourd'hui. Il n'avait pris que des petits points sur les 2 premières ascensions, devancé par David Ebaïs et Lorenzo Conforti, mais sauf que lui, il était là dans le final et il a réussi à passer en tête de la principale difficulté du jour et il prend 15 points. Et du coup, là, il est en tête avec 20 points, alors que Baïs en a 11 et Conforti en a 10. C'est bien joué, vraiment. Là, Tarozzi, je l'avais un petit peu critiqué sur sa stratégie hier. Et il a dû m'écouter. Je pense qu'il écoute 100% cyclisme, Tarozzi, parce que là, il a fait la très très bonne stratégie. Il a attendu la dernière ascension pour aller prendre le plus de points possible. Enfin, meilleur jeune, avec le temps perdu par Jonathan Milan, c'est désormais Juan Ayuso qui est leader de ce classement devant Antonio Tiberi
et Kevin Vauquelin qui prend la 3e place. Demain, une étape a priori qui devrait se finir au sprint, même s'il y a quand même des belles ascensions au début sur la première moitié de l'étape. C'est très vallonné, mais ça finit par 60 km tout plat. Donc voilà, il faudra aller poursuivre l'échappée et tenter de finir au sprint. C'est le scénario attendu, mais il y a quand même 2600 mètres de dénivelé. Donc il est possible que tous les sprinteurs ne soient pas là au rendez-vous. Il y a notamment la longue ascension del Valico La Croqueta, 12 km à 6%. Ça va quand même faire mal. C'est pile à mi-parcours. On va voir quels seront les sprinteurs qui seront capables de passer cette difficulté. Et ceux qui seront restés, ils auront le droit de participer au sprint final. Ça sera demain sur Tirreno Adriatico. Salut à tous, salut à toutes.